Brestoise, Brestois, cet épisode, vous l'entendez actuellement le 2 janvier 2023. Il a été enregistré le 29 décembre, donc juste après la défaite face à Lyon. Mais avant le match face au Monaco, il était initialement prévu de sortir le 31 décembre, mais des raisons techniques, s'appelant notamment foie gras et crevettes, ont entraîné un certain retard dans la publication. Malgré tout, peu de changements, si ce n'est l'annonce par Grégory Lorenzi d'un nouvel entraîneur en ce début de semaine. Son identité n'est pas encore connue, mais on devrait finalement l'avoir, cet épisode de présentation du nouvel entraîneur. En tout cas, on vous souhaite un bon épisode, et donc à très bientôt. Belaïli pour le corner, bien frappé au deuxième poteau, la reprise de Pierre Lesmelou. Vous parlez avec Lorenzi, qui est là, le directeur sportif, il est là. Vous parlez avec lui. Moi, je parle pas de Fèvre. Une touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première, j'ai blessé un spectateur, et la deuxième, elle est rentrée. C'est tout. C'est tout. Gendouzi la fixation, le drapeau, Gendouzi la frappe, l'arrêt de Bizot, et le coup de passe devant Kervis Félix de Lilian Brassier. C'est bon d'aimer le Stade Brestois. Brestoise, Brestois, le bras de fer a duré plus de 2 mois, mais ça y est, on l'avoue, le Stade Brestois a gagné. On vous avait promis un prochain épisode de podcast qui serait dédié au nouvel entraîneur. Fort logiquement, le Stade Brestois a décidé de faire traîner, puisque depuis près de 2 mois, le Stade Brestois 29 attend son nouvel entraîneur. On a craqué après cette malheureuse défaite face à l'Olympique Lyonnais, défaite 4-2. Un petit épisode pour conclure ce qui est cette année 2022. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec l'inévitable, François. François, comment ça va après cette lourde défaite quand même? Eh bien écoute, ça va, j'étais content de retrouver le Stade Brestois pendant les quelques jours avant le match, et puis finalement je me suis souvenu que c'était pas si mal la Coupe du Monde, la Coupe du Monde. Non mais blague à part, tu dis ça fait 2 mois qu'on attend pour sortir effectivement l'épisode sur de l'entraîneur, je dis même 2 mois et demi, parce que c'était le 11 octobre, on est le 29 décembre quand on enregistre, et toujours pas l'ombre d'un entraîneur qualifié et diplômé. Et sinon ça va bien, j'espère que toi ça va bien également. Oui, ça va, la Coupe du Monde, c'était sympa, je confirme. On salue Achraf Dari, qui aura finalement été le seul pourvoyeur de bonheur pour le Stade Brestois depuis plusieurs mois. Mais vous nous connaissez, on est très optimiste. 2022, c'était pas fou, on va revenir dessus, mais peut-être que 2023, ça sera mieux. On reviendra dessus aussi. Alors 2022, c'était pas fou, on va quand même nuancer, c'était la partie on va nous s'intéresser dans la partie mois d'août jusqu'à aujourd'hui, donc saison 2022-2023, on a largement parlé de la saison précédente et via nos podcasts, via le magazine et tout, on avait loué les très bons résultats. Cette fois-ci, dans ce podcast, on va vraiment s'intéresser sur la saison actuelle et les 16 matchs qui ont déjà été joués. Tout à fait, peut-être pour démarrer un bilan statistique en 16 matchs, qu'est-ce qu'on retient ? Très rapidement, vous connaissez certainement les statistiques aussi bien que nous. Juste, on retient donc que Brest est relégable actuellement, 17e, même s'il y a quelques matchs en cours actuellement. Là, on est devant Lorient-Montpellier. Ça ne changera rien. Brest sera relégable quoi qu'il arrive dimanche 1er janvier 2023. Donc, commencera l'année 2023 en étant dans mauvaise posture au classement. Avec donc 16 matchs disputés, 3 victoires uniquement, 4 matchs nuls et déjà 9 défaites, pour un total de 13 points. Une seule victoire à domicile face à 3, une victoire un petit peu arrachée dans la douleur avec des pénaltys à retirer, on s'en souvient. 18 buts marqués, donc en soi 18 buts marqués c'est assez faible mais rien de catastrophique. En revanche 32 buts encaissés, c'est une moyenne de 2 buts encaissés par match. Et si on regarde un petit peu plus en détail là où le bas blesse, il n'y a que 7 buts qui ont été marqués dans le jeu en 16 matchs, sinon pour le reste c'est des coups de pied arrêtés, donc c'est quand même assez faible, 7 buts dans le jeu. Et quand Brest ouvre le score, 7 fois c'est arrivé cette saison, il n'a réussi à gagner que 3 fois, en étant repris au score 2 fois, et ayant perdu 2 autres fois. On va pas vous abreuver de statistiques pour faire des stats, mais voilà, c'était quelques petites choses sur lesquelles on pourra se baser lorsqu'on fera un petit peu notre analyse dans les minutes qui viennent. Si on est relégable, on n'est pas largué au classement, mais ça commence un petit peu à devenir dangereux, puisque là, Montpellier qui est en train de mener à Lorient, ça peut peut-être changer, et 11e avec 17 points, donc déjà 4 points d'avance, sinon on est toujours à portée de fusil du 13e Toulouse. Voilà, c'est pas fini, c'est pas perdu, on en reparlera plus tôt en fin. Au-delà des statistiques pures, il y a quand même plusieurs tendances qui se dégagent sur ce début de saison. La première, de mon côté, je vais dire que c'est quand même le manque de certitude. C'est-à-dire que
aujourd'hui, quels sont les joueurs indiscutables au Stade Brestois? Quel joueur a démarré la saison en étant indéboulonnable à son poste et l'est toujours aujourd'hui, en dehors de Marco Bizotte? J'en vois aucun. Oui, tu as raison. D'ailleurs, pour appuyer ce que tu dis, on voit que tu parles d'un manque de certitude. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les buts encaissés, le nombre de buts encaissés, parce que si on regarde les compositions d'équipe, en 16 matchs cette saison, il y a 9 défenses différentes qui ont été alignées. Donc, ça veut dire que tous les 2 matchs, on change la charnière ou on change les latéraux. Ça veut dire que on note un vrai manque de stabilité, soit parce qu'il y a des blessés ou des suspendus, ça peut arriver, mais la principale raison, c'est surtout qu'on n'arrive pas à trouver le quatuor défensif, ou alors parfois on a joué 2 fois à 5 derrière, les 5 qui sont capables de se montrer solides. Et juste une dernière statistique en termes de défensif, un seul clean sheet cette saison face à Reims, sinon à tous les matchs on a encaissé au moins un but. C'est ça, c'est compliqué, ça veut dire qu'il faut marquer au moins 2 buts par match. Voilà, je suis très bon en maths, vous l'avez bien vu, mais c'est compliqué. C'est pas statistique, mais peut-être sur l'impression générale, ce qui ressort, c'est qu'on a rarement vu Brest rater autant de matchs. C'est-à-dire qu'il y a des matchs que tu perds en étant bon, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même eu beaucoup de matchs cette saison où Brest n'a pas existé. Ouais, c'est clair. Alors, il y a des résultats parfois en plus qui sont un petit peu trompeurs, mais si on prend les matchs sur lesquels on n'a pas du tout existé, évidemment, on ne peut pas ne pas repenser au 7-0 face à Montpellier. On aurait pu évoquer l'accident de parcours, ça peut arriver, de passer complètement à côté d'un match. Mais finalement, il y en a eu d'autres. Si on prend le premier match déjà à Lens, où pendant 70 minutes, on voit pas le jour, on est mené 3-0, et un petit peu miraculeusement, on revient à 3-2. C'était le 7 août dernier en ouverture du championnat. On a le match, je me souviens très bien du match à domicile face à Ajaccio, où on peut jouer pendant des heures et des heures, on sait qu'on ne marquera pas. Le match face à Lorient, c'était un petit peu la même chose. Derby à domicile, tu perds, ça rajoute de la déception. On enchaîne avec un match à Nantes. Pour y avoir assisté au stade, c'était également catastrophique. Après l'égalisation nantaise, on s'est fait rouler dessus, alors que c'était pourtant plutôt pas mal jusque-là. Non, Brest a vraiment des gros trous d'air cette saison, alors qu'il a été capable de montrer des choses intéressantes. Je pense, tu vas être d'accord avec moi, Yann, je pense au match de Marseille, qui était très intéressant, et dans la foulée, il y avait celui à Angers, et c'est vraiment après ce match à Angers qu'il y a eu une série de 8 matchs, là, sans victoire, qui a été assez dramatique, avec 6 défaites. C'est ça. Personnellement, avec un peu de recul, je pense que le match face à Marseille est le meilleur match de Brest cette saison, même si ça n'a fait que 1 partout, c'était assez mal payé. Finalement, on a eu 2 victoires ces derniers temps, une face à Troyes et une face à Clermont. Face à Troyes, je pense que c'est évident, personne n'a été convaincu. Et face à Clermont, il y a peut-être eu un peu d'emballement, je trouve, parce que voilà, c'était la première victoire de l'ère du trio, mais avec du recul, c'est pas une très belle victoire non plus. Non, c'est un Clermont qui est assez faible, mais bon, dans la situation dans laquelle on était, on pouvait quand même se satisfaire de marquer 3 buts à l'extérieur, d'avoir marqué des buts qui étaient plutôt jolis, mais effectivement, il y a peut-être eu aussi un relâchement, et on va y revenir tout à l'heure lorsqu'on passera à la deuxième partie de l'émission, ou la troisième partie, pardon, même la quatrième, parce qu'on a fait un magnifique script cette fois-ci, sur le dossier du coach. Je pense effectivement, tu parles d'emballement, c'est tout à fait ça, à mon avis, on s'est dit, finalement ça marche avec ce coach, on enchaîne derrière avec un match 1-0-0 face à Reims qu'on mérite probablement de gagner, en tout cas qui était plutôt consistant également, et la victoire face à 3, c'est peut-être ce qui a aussi motivé les dirigeants à dire on va rester comme ça semble marcher, le groupe semble adhérer. Finalement, peut-être était-ce pas une si bonne idée que ça, en tout cas. Oui, peut-être qu'on ressortira le podcast dans 2-3 mois et on aura tort. Voilà, il n'y a pas de si, mais je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on a ressenti après le match face à Lyon, la confiance, elle est pas folle du côté des supporters, elle est pas folle de notre côté, que ce soit sur la capacité du groupe, que ce soit sur les choix de la direction, en termes évidemment d'entraîneur. On n'oublie pas ce qui s'est passé contre Lorient non plus. Donc, saison difficile pour l'instant, mais comme tu l'as dit, on n'est pas largué. C'est quand même un miracle, surtout quand on voit certaines performances, au-delà des performances collectives, il y a beaucoup de performances individuelles qui posent question. Alors tu disais qu'il n'y avait pas d'emballement et de grande confiance chez les supporters. Ce matin, on a posé une question sur notre compte Twitter. En un mot, comment vous aurez qualifié l'année 2022 du Stade Brestois? Alors il y a des mots qui reviennent, c'est gâchis, alors je vais dire, même s'il y a des mots, régression, souffrance, à chier, frustrante, catastrophique, Ligue 2, renversante, surprenante, Ligue 2, si ça revient, désespoir, honteuse, désillusion, longue, compliquée. Voilà, alors évidemment, ce sont des réactions à chaud après une défaite, donc naturellement, les gens sont assez sévères. Néanmoins, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'emballent et qui voient de très bonnes choses depuis plusieurs mois, et on peut difficilement leur donner tort.
assez intéressant dans les mots que tu as cités. Il y en a plusieurs qui parlent donc de gâchis, de surprenant, quelque chose comme ça. Ça traduit le fait, et on l'avait très bien dit en début de saison, que sur le papier, on a quand même de bons espoirs avec cette équipe. Je pense qu'on peut reprendre les podcasts de cet été. Moi, j'étais assez confiant. Je trouve que c'était un groupe assez cohérent, avec des bonnes individualités. Et finalement, après cette journée, peut-être pas. Ouais, alors on va conclure sur le bilan en général, on va parler des défaillances individuelles si tu veux. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le constat de cette première partie de saison? Est-ce que toi tu la juges comment? Si toi tu devais donner un mot ou quelques mots pour cette première partie là de saison du Stade? Je vais quand même partir sur inquiétant parce que on a 13 points. Déjà ça c'est assez peu rassurant, mais surtout on a perdu beaucoup de matchs face aux concurrents directs. Notamment face à 2 matchs ou 2 points, parce que on l'a pas évoqué, mais un des plus gros scandales de ce début de saison, c'est quand même le match à Auxerre. On l'oublie pas, et c'est une équipe qui aujourd'hui est dans la charrue comme nous, ça peut jouer au point près, on sait, avec ces 4 descentes là. On a perdu face à Ajaccio, face à Strasbourg, on passe à un miracle de Marco Bizot de perdre. Face aux concurrents directs, c'est compliqué, et aujourd'hui, Julien Lachuer l'a très bien dit, on va jouer Monaco-Lille, c'est 2 équipes qui sont pas forcément de notre championnat. Après, c'est Toulouse, et voilà, on aura fini la phase aller. Et pour quelle victoire? 3 victoires contre Clermont, qui, sur le papier, est une équipe de notre championnat, mais qui aujourd'hui a quand même pas mal de points. 3, et Angers. Ma satisfaction, c'est Angers, parce que effectivement, si on avait perdu contre Angers, c'était fini pour moi, ça c'est sûr. Mais ne pas gagner contre Ajaccio, alors que tu les as à la maison, ne pas gagner contre Reims alors que tu les as à la maison, ne pas gagner à Auxerre alors que Auxerre est réduit à 10, et que tu mènes, c'est inquiétant, voilà. J'ai un peu l'impression que cette année, à chaque match, on peut ressortir chaque match individuellement, et chaque match, il y a quelque chose à dire. Tu vois, il y a le Lens-Brest où tu perds 3-0 très rapidement, après bon, Brest-Marseille c'était bien, le Brest-Montpellier 7-0, le match à Rennes où tu prends 2 buts en fin de match, c'est pas normal, le match contre Strasbourg, si Bizot n'est pas héroïque ce jour-là, bon, tu perds alors que t'es en supériorité numérique et tu menais au score. Bon, je passe sur le match du PSG parce que soit tout le monde va perdre à Paris. Le match d'Ajaccio, tu l'as très bien dit. Le match à Auxerre, tu l'as encore mieux dit. C'était pour moi l'un des plus grands scandales du début de saison. Le match contre Lorient, il reste également de faire de la gorge où tu mènes 1-0 et tu fais plus rien derrière. Le match à Nantes où tu t'écroules complètement. Ah ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de frustration. Alors toi, tu as dit inquiétant. Je vais pas reprendre le même mot parce que je vais essayer d'en trouver un autre, même si je suis d'accord avec toi. J'ai bien aimé le mot de gâchis d'un de nos followers, je sais plus qui l'a utilisé. Parce qu'en fait, si je dis gâchis, c'est que j'en attendais également quelque chose. Dans le sens où on finit 11e l'année dernière. On avait quand même fait une saison tout à fait correcte, avec des belles promesses, des joueurs qui montaient en puissance, un recrutement qui pouvait, alors on en reparlera, qui pouvait sur le papier se montrer intéressant. Finalement, là, on voit que la mayonnaise, elle prend pas, quoi, ça colle pas du tout. C'est ça. Et c'est une très belle transition. Si la mayonnaise ne prend pas, c'est aussi parce que des joueurs qui étaient performants, et même très performants la saison dernière, n'y sont pas pour l'instant. Ouais, on a effectivement des défaillances qui sont assez inquiétantes. Je crois que Yann, c'est Quentin qui n'est pas là, mais qui nous disait hier soir lorsqu'on discutait un petit peu du match. Il a notamment pointé du doigt un joueur qui était Franck Honora. Oui, et de mon côté, je vais en fait distinguer. Il n'y a pas que Franck Honora qui est pas bon sur le début de saison, mais je vais distinguer finalement 2 types de joueurs, 2 types de défaillances individuelles. La première, c'est des joueurs qui sont pas au niveau, qui ont des coups de moins bien, qui physiquement étaient pas prêts, peut-être. Je pense là tout de suite, je sais que son sujet fait débat, mais Islam Slimani, Steve Mounier qui a longtemps été blessé, Haris Belkebla qui, on le sait, a toujours ses moments de moins bien dans sa saison. Bon, là, il a démarré comme ça. Brendan Chardonnay aussi, il faut quand même en parler. Depuis plusieurs matchs, c'est très compliqué. Et l'autre groupe qui pour moi est peut-être plus inquiétant et dans lequel Franck Honora est largement leader, c'est le groupe des joueurs qui n'ont plus l'air concernés en fait, qui n'ont plus envie de faire les efforts ou qui n'ont pas l'air de se rendre compte que le maintien ça va être dur et que tu peux pas avoir le maintien en marchant sans courir. Et là, le match face à Lyon, c'est la meilleure illustration. Franck Honora, il a laissé Jean-Kévin Duverne défendre tout seul tout le match. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas concerné? Est-ce que c'était une consigne? J'aurais tendance à dire que c'est qu'il n'est pas concerné, parce que c'est pas la première fois de la saison. Il y a eu quelques matchs où à l'inverse il a fait les efforts, et là on a vu que c'est un joueur qui a un bon niveau de Ligue 1, on l'a vu contre Clermont, il peut faire des différences, mais on n'a pas l'impression qu'il a envie de le faire toutes les semaines.
Alors, est-ce que c'est un joueur qui n'est pas concerné ou un joueur qui est perturbé? Parce qu'on sait qu'il a voulu, qu'il souhaitait partir de Brest, même si la saison dernière, il avait vraiment tout donné, absolument irréprochable. Et il a fait une saison assez remarquable en termes de statistiques. Et son départ avorté donc à Mönchengladbach, si je dis pas de bêtises, en fin de mercato, est-ce que ça lui a pas un petit peu, je sais pas, coupé les jambes, mais surtout fait très mal à la tête? Et depuis, effectivement, c'est un peu l'ombre de lui-même, parce que tout ce qu'il réussissait l'année dernière, avec beaucoup de réussite, on va pas se cacher non plus, il y a des trucs qu'il a fait l'année dernière, le but à Marseille, je pense à ce genre de choses. Bon, aujourd'hui, il le retente, ça part au-dessus ou de mettre à côté, je sais pas, mais est-ce que dans la tête, c'est aussi, il est en train de digérer son départ? Tu vas me dire, ça fait 6 mois bientôt, peut-être qu'il faut passer à autre chose. Là, on a rentré dans une période de mercato dans 3 jours, je pense qu'on va pas avoir un Franck Honora concerné à 100% tout de suite non plus. Mais je suis d'accord avec toi, pour moi, c'est la grande déception de ce début d'année, c'est Honora dans les pas concernés. Après, il y en a d'autres, mais on verra. Après, au niveau des défaillances, vas-y, pardon, je t'en prie. Pas concerné, et surtout, enfin, il y a un côté très frustrant, parce qu'il a montré à 2-3 matchs cette saison que vraiment, quand il avait envie, et généralement c'est tout bête, mais c'est quand il avait un adversaire en face qui lui mettait un peu la pression, qui allait chercher des coups, qui l'énervait, bah, il a montré qu'il avait largement le niveau, quoi. Il a eu 2 ou 3 performances très bonnes dans la lignée de la saison dernière. Face à son ancien club, à Clermont aussi, où il voulait montrer, je pense, prouver, il a été excellent. Voilà. Il a besoin de défis, ce joueur, il a besoin d'être un petit peu, c'est ça, de devoir prouver. Et lorsqu'il est un petit peu plus dans l'anonymat et que c'est un match un petit peu plus classique, et ben là, on le voit beaucoup moins. Et ça se voit dans les stats. Je sais pas, j'ai pas regardé statistiquement où est-ce qu'il en était cette année, mais il doit pas avoir passé la barre des 2 buts, je pense. Un grand maximum. Donc c'est pour un joueur comme lui qui en avait mis une dizaine l'année dernière. Je vérifie actuellement. Il a mis 1 but contre Clermont et 1 but contre Rennes. Voilà, c'est tout. Donc cette année, c'est extrêmement faible et une passe décisive. C'est vraiment très très décevant pour lui quand on voit les stats de l'année dernière où il marquait à peu près un but tous les 2-3 matchs. Enfin, c'était 11 buts l'année dernière, 4 passes décisives. Voilà, c'est ça. Donc une saison très décevante pour Franck Honora. C'est pas le seul, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qu'on peut pointer du doigt, même si c'est toujours délicat de parler individuellement de joueurs dans un sport collectif. On voit clairement, et je pense que l'idée générale et globale, c'est que de toute façon c'est un collectif qui ne tourne pas rond, mais un collectif est fait d'individualité. Et tu parlais de Slimani qui arrivait pas prêt physiquement, et pareil au niveau de l'envie, je ne sais pas où est-ce qu'il en est. Moi je pense aussi à Erwin Cardona qui a totalement disparu de la circulation. Cardona, d'ailleurs en plus maintenant il se fait suspendre pour des paris. Et t'as parlé du match à Auxerre tout à l'heure. Si je te dis match à Auxerre, tu penses à qui? Christophe Herrel, évidemment. Bien sûr. Christophe Herrel qui a fait une déclaration lunaire à la fin du match en disant que les attaquants venaient pas défendre, alors qu'il fait une connerie incroyable en concédant un penalty. Ça peut arriver, mais ça arrive trop souvent cette année en fait, que ce soit l'un ou l'autre. Et voilà, je pense que pour reconcerner tous ces joueurs, reconcerner tout ce groupe, donner une nouvelle dynamique, il aurait fallu faire quoi? Profiter, on en parlera tout à l'heure, mais profiter de cette trêve, profiter de ces 2 mois, de cette nouvelle préparation. C'était une chance inouïe d'avoir un reset quasiment de la saison, t'es pas largué, tu peux refaire une prépa, prendre un nouveau coach, remettre des mecs à l'endroit, remotiver tout le monde, et ben non, tu restes dans ton confort. Et le mot qui est actuellement, à mon sens, l'un des meilleurs pour qualifier cette saison, c'est le confort de l'équipe, le confort des dirigeants. Ça se passe bien, ça fait pas trop de vagues. Si on descend, à la limite, on a envie de se dire, est-ce que ça va les inquiéter vraiment? Et moi, ça me dérange. Je vais abonder dans ce sens en reprenant justement Christophe Herrel. Ce qui est le plus frustrant sur les différentes déclarations et même comportements d'Herrel, mais c'est pas le seul, loin d'être le seul, hein, c'est que quand il y a une erreur, on a presque envie de l'impression qu'ils disent bon bah c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Je suis d'accord, certes c'est que du sport tout ça, mais on n'a pas l'impression qu'ils se rendent compte que le maintien ça va être difficile, que ça va sûrement être à la dernière journée, que ça peut se jouer à une course près, à une erreur près. Et ça rejoint cette idée de confort. Je sais pas, comme si avoir fini 11e la saison dernière, ça te garantissait un maintien tranquille cette année. C'est pas le cas, loin de là. C'est un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure, après une série de 2-3 bons résultats, tu t'es dit bon c'est bon, ça va le faire. C'est un petit peu la même chose en se disant l'année dernière on a fini 11e avec cet effectif, on a perdu personne cet été globalement, de trop important. Ça devrait le faire, on a le même coach, bon ça va, on va refaire une 11e, 12e place sans trop trembler. Et ben non, l'année dernière je rappelle une chose, c'est que si on fait pas cette série de 6 victoires, alors on l'a fait, cette série elle était assez incroyable, mais aussi elle était assez heureuse, et il y a eu des choses qui ont tourné dans l'autre sens, le match contre Saint-Etienne, le match à Lorient où ils prennent un rouge très rapidement, le match à Marseille où tu peux perdre 2-3-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. On fait de cette série de 6 victoires, sans cette série-là, peut-être que la saison est totalement différente et on peut souffrir beaucoup plus. Donc effectivement, la
la Ligue 1, c'est un combat de chaque instant. On le voit, on n'a pas à Brest l'assurance de finir dans le top 10 chaque année, même dans le top 15. Encore plus quand il s'agit d'une saison à 4 descentes. Je pense qu'on l'a pas prise par le bon bout et on risque, même si on se réveille, peut-être de se réveiller un petit peu trop tard. J'aimerais rajouter un dernier point sur les défaillances individuelles. On est obligé d'en parler, mais c'est quand même Youssa Belaïli qui, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher sur le plan humain, et il y a beaucoup de choses à lui reprocher, on sent quand même que c'est un joueur qui aurait pu faire du bien. On voit ce qu'il fait à Ajaccio. On a vu le très bon article de l'équipe avec un témoignage de Darda Karian où, certes, c'est un joueur extrêmement compliqué et je suis pas forcément mécontent de le voir loin de mon club. Mais à partir du moment où il a démarré la saison avec nous, on aurait pu en attendre plus. Mais malheureusement, voilà, il était pas bien, il a pas réussi à se sentir concerné. Peut-être qu'on n'a pas réussi à le sentir concerné. Et ça, c'est une de mes inquiétudes, c'est que finalement, dans cet effectif-là, on a plusieurs joueurs au profil et au caractère totalement différents qui semblent pas emballés par le projet, qui semblent pas extrêmement motivés. Alors, est-ce que c'est parce que le projet n'est pas lisible, ne vend pas du rêve, ou est-ce que c'est, voilà, ils s'identifient pas, c'est la région, je sais pas. Mais c'est inquiétant, en fait, d'avoir une telle proportion de joueurs pas concernés, et quand tu joues le maintien, bah, c'est souvent là-dessus que ça se joue. Mais clairement, c'est souvent dans les équipes faibles comme dont on fait partie, les équipes qui vont se maintenir, c'est celles qui vont rien lâcher. On voit à Angers, ça part un petit peu en cacahuète, ça va tomber. On voit qu'à Strasbourg, c'est très compliqué dans le vestiaire. On sent qu'il y a des égos. Alors qu'il y a eu une très belle saison l'année dernière, pareil. On sent que ça va tomber aussi. Alors qu'en revanche, t'as des équipes qui viennent de monter, qui ont des collectifs pas forcément bien. Mais tu vois, Ajaccio, tu prends l'exemple d'Ajaccio. Ajaccio, ils vont se battre jusqu'au bout, les mecs. Ajaccio, ils vont rien lâcher. Et je pense qu'ils sont aujourd'hui plus armés que nous. Tu vois, je mettrais plus une pièce sur Ajaccio ou Auxerre à l'heure actuelle pour se maintenir que sur Brest. Même sur Clermont. Potentiellement. Mais bon, peut-être qu'en arrivant à remotiver, en arrivant à donner conscience de l'urgence, évidemment, ça peut venir. Mais comment on fait pour donner conscience de l'urgence ? Je pense que je me permets d'inverser légèrement ce qui était sur le plan initial, mais l'essentiel, aujourd'hui, la question principale au Stade Brestois, c'est l'entraîneur, c'est le coach. Beaucoup de choses à dire. On parlera du mercato après si ça te dérange pas, mais il y a beaucoup. On est extrêmement flexible sur Brestoner. Et bah parfait, soyons flexibles. Et oui, le dossier du coach quand même. Alors, on va passer au dossier du coach, dossier assez consistant. Lorsqu'on a préparé ensemble le podcast, j'avais mis donc entre parenthèses, les dirigeants sont-ils irresponsable. Alors, je sais pas si le mot est bien choisi, mais en tout cas, le fait de ne pas avoir changé, tu vas me répondre à cette question, est-ce que le fait de ne pas avoir changé de coach, d'avoir pris un nouveau coach, à partir du moment où Michel Derzakarian avait été licencié, je disais pas de le remplacer dans la semaine, mais en tout cas de le remplacer avant le fameux stage en Espagne et le début de la préparation, ce qui laissait facilement depuis, donc les licenciés mis à pied, en tout cas le 11 octobre 2022, le début du stage c'est mi-novembre, fin novembre, je pense qu'en un mois et demi, il y avait largement le temps de trouver quelqu'un. Est-ce que pour toi, c'est une erreur ? Est-ce que tu comprends ce qu'ils ont voulu faire ? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ce cas-là ? Puis après, je te donnerai mon avis. Moi, je suis très critique là-dessus. Peut-être ne pas réussir à trouver quelqu'un qui correspond, pourquoi pas. Mais ce qui me dérange beaucoup, c'est ce qui s'est passé en termes de communication, notamment autour du trio. C'est-à-dire que le trio, moi, j'ai rien contre. Pourquoi pas leur donner leur chance, hein, pourquoi pas. Mais là, on est dans une situation où on a laissé finalement, notamment Julien Lachuer, exprimer publiquement le fait que lui, ça lui plaisait d'être à ce poste, et c'est tout à son honneur, que lui, il serait pas contre continuer, tout en disant non, mais on va chercher un autre entraîneur. Puis après, on dit on va chercher un nouvel entraîneur, mais il faut qu'il accepte de travailler avec les trois. Donc déjà, pour attirer un entraîneur, on lui impose ses camarades, c'est un peu compliqué. Puis après, on voit quand même une interview je crois que c'était Brendan Chardonnay qui dit que les nouveaux entraîneurs, ils ont mis un super système et le groupe veut absolument travailler avec ce système-là. Donc on est en train de dire qu'on veut un entraîneur qui choisira pas ses adjoints, qui choisira même pas son système et qui de toute façon sera le premier à sauter si ça se passe mal parce que le trio, il a l'ancrage historique, le trio, il pourra dire nous, les quelques matchs où on était à la tête, ça s'est bien passé. Je vois pas comment tu veux attirer quelqu'un. La solution, ça serait d'introniser les trois. Mais on le fait pas. Et là, on se retrouve, encore récemment, la semaine dernière, Grégory Lorenzi qui dit, voilà, en janvier, on aura un entraîneur. C'est quoi la lisibilité là-dessus ? Je veux dire, à la limite, moi, je serais pas d'accord, mais au moins, ça serait clair si on dit, voilà, c'est Lachuer et Grougy qui finissent la saison. Et Bourgis.
On le fait pas. On laisse un peu en suspens. Et c'est compliqué d'avancer comme ça. C'est d'autant plus dommageable que, comme tu l'as dit, on a quand même eu 2 mois de trêve, où tu pouvais faire un reset, tu pouvais implémenter de nouvelles idées, tu pouvais passer un nouveau message d'urgence. C'est pour ça, je sais que je parle un peu longtemps, mais c'est pour ça que moi, je suis pas fan de l'idée de garder le trio, parce que, on revient là-dessus, mais je trouve que c'est conforté dans le confort. Je suis tout à fait d'accord. On change. Pas du tout pour garder le trio non plus. Tu parles de confort et tu as très bien fait de reparler d'Infoot Brendan Chardonnay. Je pense qui illustre bien l'état d'esprit actuel, c'est que en fait le nouveau coach qui va arriver, de toute façon quoi qu'il fasse, quel qu'il soit, à part si c'est Guardiola ou Jürgen Klopp, il va arriver fragilisé. Quoi qu'il arrive, il arrivera fragilisé parce qu'il arrivera dans un milieu où de toute façon d'une part il n'aura pas forcément été attendu. Il n'aura pas forcément été souhaité, même si Grégory Lorenzi essaye depuis 2-3 jours dans la presse de dire l'inverse, puisque le staff en place devra rester en place. Pourquoi en fait est-ce que Yvan Bourgis et Julien Lachouère devraient absolument être présents dans le staff? Alors ils ont certainement fait du bon boulot, je pense notamment à Yvan Bourgis qui a été absolument irréprochable sous Der Zakarian, mais si un nouvel entraîneur arrive avec son staff, avec ses idées, peut-être a-t-il envie aussi de mettre en place ces hommes, ce qu'on pourrait comprendre. Alors que les autres restent, pourquoi pas, mais le faire venir tout seul, moi je vois pas l'intérêt. Deuxièmement, je me permets juste de rajouter un point là-dessus, c'est qu'on a eu aussi cette séquence absolument folle où, en l'espace d'une semaine, on a appris donc que Nicolas Marié serait en place avec la N3 jusqu'à la fin de saison, même si un nouvel entraîneur, donc Bruno Gougy, reste avec l'équipe première au lieu de retourner en N3, et où Brest a recruté un nouvel entraîneur des gardiens, donc signifiant que Julien Lachouère serait adjoint quoi qu'il arrive. Enfin, on recrute du staff alors qu'on n'a pas l'entraîneur. Rien que ça, en termes de message, c'est fou. Tu fais les choses à l'envers, en fait. Tu fais les choses à l'envers, effectivement, j'avais oublié, c'est Christophe Revel, hein, c'est ça qui c'est ça, et j'ai rien contre lui, il a une très bonne réputation, il sait très bien qu'il arrive, il amène de la compétence, c'est sûr, mais on laisse pas le choix à la personne qui arrivera en tant qu'entraîneur, finalement. Et quand on parlait du confort, il y a aussi donc le vestiaire. Alors le vestiaire, on va un petit peu nuancer parce qu'il y a eu des propos. On va revenir là-dessus. Et effectivement, d'abord ce Brendan Chardonnay qui disait voilà pour citer sans relire l'article sans l'avoir sous les yeux, mais il disait en substance, hein, c'était que il était donc satisfait d'avoir le trio qui était en place, qu'ils étaient assez proches des joueurs, que ça se checkait le matin à l'entraînement et tout. Soit c'est que l'équipe travaille dans ces conditions qui viennent avec le sourire à l'entraînement, ça ne peut être que positif. Mais quand on voit les résultats et quand on voit la difficulté et qu'on voit l'urgence finalement même qu'il y a au classement, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre du temps tout simplement? Alors d'avoir une équipe de copains c'est très bien, mais peut-être que justement, et ça on va y revenir, c'est que ça n'a pas marché avec Dalloglio parce qu'il demandait un petit peu plus de rigueur, il demandait certains trucs et les joueurs s'en étaient plaints visiblement. Idem avec Der Zakarian. Est-ce que ce groupe accepte la remarque? Est-ce que ce groupe accepte de se remettre en cause? Est-ce que ce groupe accepte ses faiblesses? Est-il prêt à travailler davantage? Est-ce qu'ils n'ont pas peur justement d'un nouvel entraîneur qui arriverait? Et je mets Grégory Lorenzi là-dedans. Parce que ça a l'air d'être compliqué de travailler avec lui aussi, mine de rien. Quand tu vois la fin de Furlan, de Dalloglio, de Der Zakarian, les trois sont partis en étant très mécontents de leur fin avec le Stade Brestois pour des raisons d'ailleurs assez diverses et variées. Mais voilà. Et donc il y a certains joueurs pour qui ça semble être un petit peu, ça semble grincer des dents. Alors c'était dans le Télégramme, je crois, si je ne dis pas de bêtises, hier, un joueur qui ne voulait pas parler, enfin c'est son entourage qui parlait, en tout cas un joueur qui voulait rester anonyme, qui disait que voilà, ça devenait un petit peu compliqué cette situation, il comprenait pas bien exactement la direction que voulait prendre le club. Donc voilà, on commence à avoir des sons un petit peu dissonants, et je pense qu'à terme, si les résultats ne s'améliorent pas très vite, on risque d'avoir une crise qui va éclater, c'est obligatoire. Oui, et je veux pas faire de la surinterprétation, mais après le match face à Lyon, on a eu droit à Steve Mounier en après-match avec Prime Video. Steve Mounier, toujours très clair, toujours très intelligent, qui sait ce qu'il veut dire, a quand même bien dit que dans ce que la direction avait présenté aux joueurs, c'était le trio qui finissait la saison. 2 jours avant, Grégory Lorenzi, dans la presse, a martelé, en janvier, on aura un entraîneur. Alors, il est où le problème? Est-ce qu'il n'y a pas de communication entre Lorenzi et le groupe? Est-ce que la direction et Lorenzi sont pas d'accord? Est-ce que le groupe est pas d'accord avec Lorenzi? Enfin, c'est très compliqué en termes de com, et ça traduit un mal-être. Et finalement, à tête reposée, en regardant la déclaration de Steve Mounier, on peut presque y voir un reproche de la direction.
Il termine en disant que voilà, la direction leur avait rien dit. C'est compliqué. Enfin, là, je pense aussi à ces joueurs-là qui, eux, jouent. Enfin, leur carrière est courte. Aussi bien, ils vont descendre en Ligue 2. S'ils ont l'occasion de se barrer cet hiver, pourquoi pas? Et honnêtement, tu me dis, oui, bah, je sais pas si on aura un entraîneur en janvier, en février. J'ai une offre qui arrive sur la table pour un autre club. Bah oui, je demande à partir. C'est logique. En tout cas, l'un des deux coprésidents a dit assez récemment que le fait de prendre un entraîneur n'était pas la priorité. Voilà où on en est aujourd'hui au Stade Brestois. J'espère que le match face à Lyon a bien montré que c'était la priorité, parce qu'avec un coach sur le banc avec ses idées face à un Lyon qui était particulièrement moyen, surtout défensivement, même s'ils ont des joueurs évidemment talentueux, t'avais nettement moyen de faire nettement mieux à mon sens contre cette équipe lyonnaise. Ce qui me dérange, moi, dans cette déclaration, c'est, d'accord, tu dis que l'entraîneur, c'est pas la priorité, si tu veux. Mais c'est quoi la priorité? C'est-à-dire, parce qu'on sait très bien que Brest ne va pas recruter de joueurs cet hiver. On connaît très bien les difficultés financières du club, et c'est normal. Mais du coup, c'est quoi? C'est d'aller faire des partenariats au Sénégal, c'est très bien. Mais je vois pas ce que ça peut être la priorité, si ce n'est ton entraîneur. Dans un club comme Brest, t'as pas d'autres priorités. Alors je rajoute, donc il y a une interview de Grégory Lorenzi qui est sortie à l'instant, dans quelques minutes sur le Telegram, qui n'est pas particulièrement rassurante. Et il y a une question qui lui est posée, c'est: le mercato dépendra-t-il de l'arrivée du nouvel entraîneur? Donc on pourrait s'attendre à ce qu'ils disent, justement oui, on a travaillé avec un nouvel entraîneur et savoir ce qu'il souhaitait pour améliorer l'effectif, et il répond pas du tout. Pas du tout. On a un groupe de 25 joueurs, on a pris cette décision, on a travaillé cet été avec l'ancien staff pour avoir des joueurs que l'on souhaitait, on attend que nos joueurs en fassent plus. Voilà. Donc c'est-à-dire que le nouvel entraîneur, il n'aura pas choisi son staff, et en plus il ne pourra pas choisir des joueurs si jamais il souhaitait en avoir. Et Grégory Lorenzi ajoute: je n'ai jamais été friand du mercato hivernal, si ça ne tenait qu'à moi, je minimiserais le nombre de mouvements dans les clubs. Bon, ça, je ne peux pas lui donner tort. Ça chamboule tout. Bah ça tombe bien, il faudrait peut-être tout chambouler à Brest. Et il faut être clair, lors d'un mercato d'hiver, vous n'avez jamais un joueur qui est titulaire dans son club qui va devenir chez vous. Ce sont des joueurs en difficulté, qui manquent de temps de jeu, qui sont là pour être relancés. Donc on fera en fonction des opportunités, si départ il y a. Donc, voilà. Bon, ça fait une belle transition peut-être sur le mercato, c'est-à-dire que le mercato d'hiver, c'est vu comme un mercato d'opportunité. Brest a souvent fait des mercatos d'opportunité, y compris cet été. Est-ce qu'on peut dire que le mercato de cet été, c'est un loupé pour l'instant? Alors je vais te proposer un petit jeu, je vais te donner le nom de tous les joueurs qui sont arrivés cet été, et tu vas me dire si pour toi c'est un succès ou un échec. Allez. Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 joueurs que j'ai notés. Alors, donc, Achraf Dari. Non. Très peu de temps de jeu. Ouais. Très peu de temps de jeu, des performances très peu rassurantes. Donc, non, mais, allez, positivons, peut-être que son passage en Coupe du Monde va lui rebooster la confiance et il peut rejouer. L'avantage, c'est qu'à son poste, il n'y a pas grand-chose de bon. Et attention à ne pas non plus être trop mettre en avant sa Coupe du Monde. Il a joué que 2 matchs, dont un contre la France où il a voulu déboîter Mbappé à 4 ou 5 reprises. Et contre la Croatie, c'était pas forcément flamboyant non plus. Mathias Pereira-Lage. Il a beaucoup joué, mais je crois pas qu'il ait fait 2 bons matchs. D'accord. Noah Fadiga. Peut-être la meilleure des recrues, malgré ses blessures, ses absences, ses manques défensifs. En tout cas, il y a un potentiel offensif qui est assez clair. Ouais, il y a eu quelques matchs qui étaient tout à fait corrects. Donc voilà, moi je dis recrue correcte. En plus, il arrive à un poste où il y avait besoin, donc moi ça me va correct. Je suis assez d'accord avec toi, mais tu vois, j'aurais bien aimé l'avoir avec Pierre Gabriel et avoir lui en une année un peu en transition. Parce que là, défensivement, il se fait quand même trouer assez vite. Et offensivement, tu vois que le gars, il a du jus, qu'il a un peu une technique, qu'il pourrait faire quelque chose. Mais j'ai peur que la marche soit un petit peu trop haute pour la Ligue 1 dès cette saison. Je poursuis. Taïrik Arconte. Il a joué cette saison? Ouais, 10 minutes. Faire une entrée ou 2, mais... Bref, si tu poses la question, ça répond à la question. Karamoko Dembélé. Annoncé comme le futur ballon d'or de 2024. Il y a eu quelques bonnes entrées. Il y a eu quelques très mauvaises entrées, notamment contre Lyon. Mais aujourd'hui, je ne vois pas la carrure d'un titulaire. Clairement pas. Après, en plus, le pauvre, il joue pas plus de 20 minutes, et quand il rentre, c'est pour faire des dribbles et perdre le ballon. Donc, oui, effectivement, il essaye de dribbler et tout, mais faudrait peut-être juste une fois qu'il lève la tête et qu'il fasse une passe. Le jour où il fera une passe, Karamoko Dembélé, je verrai de la progression.
Alors là, attention, on va peut-être pas être d'accord. Islam Slimani. Je dirais que c'est la meilleure des recrues dans l'aspect implication. Son envie, elle est pas à douter. Je pense que lui, il a conscience de l'urgence, mais maintenant, c'est un joueur qui physiquement est pas prêt, qui en termes de confiance est pas là non plus, qui, je pense, n'a pas l'impression d'être le bienvenu à Brest, et plutôt a raison à mon humble avis. Donc, non, si on peut pas être satisfait d'Islam Slimani, malgré toutes les bonnes intentions. Ouais, je suis d'accord avec toi, on peut pas être satisfait. Effectivement, il a couru, mais il est arrivé déjà, j'ai l'impression qu'il est arrivé pas du tout en état physique, et qu'en plus d'être défaillant physiquement, il a très vite plongé mentalement avec des prestations qui ont été moyennes et peut-être qui ont été jugées plus mauvaises que ce qu'elles n'étaient vraiment par les spectateurs, et avec des sifflets, etc. Il a peut-être un peu payé aussi la fin Belaïli indirectement, ce qui fait qu'il a eu la tête dans le seau, et puis c'est la couronne, enfin le cherry on the cake, c'était le penalty loupé contre le PSG, puis le penalty loupé contre 3, c'est compliqué. Donc moi perso, je sais pas ce qu'il peut donner en deuxième partie de saison, j'aurais aimé pouvoir y croire, mais là, franchement, j'ai juste l'impression qu'il est cramé, quoi. Slimani peut faire une belle deuxième partie de saison si on arrive à redresser l'ensemble collectif. Mais lui, je pense qu'il peut faire une belle deuxième. Espérons. Pierre Lesmelou. Compliqué. Bon, déjà, il a ses événements personnels, très difficiles, pas facile à gérer pour un être humain tout court. Mais même avant, finalement, Pierre Lesmelou, c'est un joueur qui, je trouve, a beaucoup tendance à disparaître sur le terrain. Et c'est dommage parce que quand il disparaît pas, il est bon. Mais c'est-à-dire que si tu le vois 20 minutes, je sais pas, parce que c'est un peu cliché, mais c'est ce que les Niçois lui reprochaient déjà. C'est sur 90 minutes, on le voit 20 minutes. Et là, on nous l'a présenté comme le joueur leader, et c'est vrai que sur le papier, c'est ça, il a de l'expérience, il a joué à un très bon niveau, très haute intensité. C'est pas normal de pas le voir pendant 70 minutes. Je suis d'accord avec toi. Et je pense lui malheureusement que même si ses soucis personnels sont arrivés un petit peu plus tard dans la saison, qu'il avait déjà fait des matchs moyens, je pense que ça n'a pas dû aider et c'est très difficile de lui en tenir rigueur parce que à mon avis, on n'a pas vécu ce qu'il a vécu et je pense que c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit parce que ça reste des joueurs de foot, ça reste des hommes, ça reste des humains et ça reste un travail pour eux, donc certainement que nous aussi dans notre boulot on serait particulièrement perturbé, surtout qu'il y a une pression, il y a du stress, il y a de l'engagement, il y a beaucoup d'aspects physiques, et peut-être que physiquement, du coup, il y a un contre-coup aussi. Mais je pense que l'idée, en tout cas, de Pierre Lesmelou était très bonne pour moi, mais donne pas sa pleine mesure actuellement. J'ajoute un point positif avec Lesmelou, c'est qu'il n'y a eu aucun match où il a tout raté. Dans chaque match, certes, on ne le voit pas beaucoup, mais quand on le voit, il fait les choses bien. Donc, je pense que lui peut faire une bonne deuxième partie de saison, sous diverses conditions mentales, évidemment. Aussi, mettre un système qui l'avantage peut-être un peu davantage, mais il peut faire une deuxième partie de saison plus qu'honorable. Et dernière recrue, c'est Camara. Mady Camara. Aujourd'hui, j'ai envie de dire titulaire indiscutable, et c'est un peu triste. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur le titulaire indiscutable. Moi, je le trouve plutôt bon. Enfin, je le trouve plutôt correct, Camara, honnêtement. Je trouve que, tu vois, parmi les joueurs, on disait qu'ils se cachent, les joueurs qui sont pas dans l'esprit. Moi, je trouve que lui, il est brestois depuis 3 mois, il se donne à fond. Il peut apporter des choses. Je sais pas un joueur qui me déçoit beaucoup, Camara, au contraire. Non, mais est-ce que t'en attendais beaucoup, peut-être ? Non, j'en attendais pas énormément par rapport à ce que les Stéphanois nous avaient dit, mais bon, je trouve que c'est un joueur correct qui fait pas tu vois, ce serait une équipe qui tournerait bien avec une défense plus solide. Pour moi, c'est un joueur de Ligue 1 en tout cas. Tu vois, il y a certains dans le lot dont on a cité, par exemple Pereira là, je suis pas certain que ce soit un joueur de Ligue 1. Alors contre, on connaît pas Dembélé, je suis pas certain que ce soit un joueur de Ligue 1. En revanche, Lesmelou, Camara dans des équipes qui tournent, je trouve que ça fait pas du tout tâche. C'est très bien pour Camara qu'il enchaîne les performances. Globalement, il n'y a pas de mauvaise performance de Camara. Mais pour moi, Camara, c'est pas un titulaire indiscutable en Ligue 1, malheureusement. J'espère qu'il me donne tort, parce que voilà, on a quand même l'impression que c'est l'homme fort du trio aujourd'hui, au moins au milieu. Mais bon, ça... De toute façon, des joueurs au milieu de terrain... Enfin, c'est triste à dire, mais quasiment que Paul Lannes n'a pas été remplacé...
correctement, que Ibrahima Diallo, lui, n'a pas du tout été remplacé depuis 3 ans. Il y a effectivement des manques. Alors, par rapport à tous les joueurs que je t'ai cités, toutes les réponses que tu m'as données, il y a quand même davantage d'échecs que de réussites. Je pense que sur le mercato précédent, c'était la même chose, même si on n'a pas forcément voulu le voir. On va pas refaire le débat ici. Mais si je te pose la question, est-ce que le mercato a été loupé? Oui, parce que au-delà des performances individuelles, il y a la cohérence d'ensemble qui est regardée. Et on a un effectif qui est aujourd'hui très déséquilibré, avec des postes qui sont extrêmement pourvus. Je pense au poste de défenseur central, où on a quand même 5, voire même 6 joueurs. C'est-à-dire on a Chardonnay, Brassier, Dari, Erel, Duverne et même potentiellement Camara qui peuvent jouer à ce poste. Mais on n'a aucune charnière, même aucun joueur qui s'est réellement imposé sur le début de saison. On a la même problématique sur les ailes. Et par contre, t'as des postes latéraux, milieu de terrain, il y a personne. Latéral gauche, c'est Jean-Kévin Duverne. Ire Ronen est toujours à l'infirmerie. Duverne, il s'est improvisé latéral gauche en fin de saison dernière, faut le rappeler. Ouais, clairement, c'est un effectif pour moi qui est bâti en dépit du bon sens complètement. On a vu l'année dernière, et je reprends juste rapidement le chiffre, je le cherche, voilà, je l'ai, qu'on avait fait une très belle saison en terminant 11e, en terminant quand même par 3 défaites, n'oublions pas ça, et qu'on avait encaissé 57 buts, qu'on en avait marqué 49. Alors moi, quand je vois ça, si je me dis mon équipe a encaissé 57 buts, s'il y a quelque chose à faire, c'est renforcer la défense. Or, on a bien vu, effectivement, vous allez me dire, on a pris Achraf Dari, d'accord, on a pris Achraf Dari, on a payé plus de 2 millions, on a vu ce que ça fait, le mec il a joué 6 matchs. On a vu qu'on avait des latéraux Ironen qui n'étaient pas fiables, quoi qu'on en dise, on veut l'essayer, on veut pas l'essayer, ça changera pas la phase de l'équipe d'avoir ou non Ironen dans le 11, et qu'on avait défensivement des grosses lacunes, en plus c'était un petit peu la force de Brest de recruter des bons défenseurs pendant longtemps. On se souvient de Jean-Charles Castelletto qui était quand même un défenseur solide et qui joue à Nantes, qui joue des matchs de Coupe d'Europe désormais. On en a vu d'autres, lorsqu'on était en Ligue 2 on recrutait plutôt bien derrière. Maintenant, la défense, on sait qu'à chaque match, et quand tu vois les buts, le but de Lyon, le 3e ou le 2e, je sais plus, quand on se fait trouer directement, c'était hallucinant, quoi. Hallucinant. Pour moi, cet effectif n'a pas été bâti comme il faut, alors que je ne pointe pas du doigt les responsabilités soit de Lorenzi, soit de Derzakar à l'époque, je ne sais pas qui a voulu tel ou tel joueur, mais il y a clairement des manques, comme latéral droit, ça fait peur, quoi. Latéral gauche, ça fait peur, ouais, pour moi, il y a des manques flagrants, je ne sais pas comment, que ce soit un homme seul qui décide et qui voit pas les trucs ok, mais qu'un staff, qu'un entraîneur, qu'un directeur sportif, nous si on est simple spectateur, on le voit, eux, comment ça fait qu'ils le voient pas, quoi. Et au-delà des performances, je trouve, tu vois, l'exemple de Dari, il est pertinent dans le sens où Brest avait identifié un besoin, on a tenté le joueur, ça n'a pas marché, très bien. Mais il y a des postes où on n'a même pas identifié le besoin, alors que c'est évident. Aujourd'hui, on se retrouve à prendre Kanilala en opportunité, mais un peu urgence, parce qu'on a vu, Fadiga est blessé, on n'a personne à mettre à droite. Ah, c'est con. Mais c'est même pas, je trouve ça hallucinant, mais en fait, quand tu réfléchis, l'équipe de France à la Coupe du Monde, c'était un peu la même chose. Hernandez qui se blesse au premier match, derrière, si le frère Hernandez se blessait, t'avais absolument plus personne. Donc même à ces niveaux-là, il y a des trucs comme ça qui paraissent un peu dingues. Mais au moins, ils en avaient deux. Là, si effectivement Fadiga se blesse, attention, ça va remettre Duverne à droite, bon. Alors on verra ce que donnera Kenny là, mais je suis pas particulièrement mécontent de son arrivée, je pense que ça a été un bon joueur à une époque. Mais voilà, pareil, toujours prendre des mecs qui ont été bons il y a 5 ans, au bout d'un moment, ça continue, c'est un peu fatigant aussi, quoi. C'est compliqué. Voilà, après, il n'y a pas de... Enfin, il y a quand même des joueurs qui ont déçu. Et s'ils ont déçu, c'est qu'on avait certaines attentes. Donc sur le côté, c'est un peu positif si on veut. On essaye de trouver du positif comme on peut. Mais... Oui, l'année n'est pas terminée. On est en train de faire un constat qui, pour l'instant, est assez c'est dur envers l'équipe. On l'a fait l'année dernière, un petit peu plus tôt dans la saison. Je me souviens d'un podcast qu'on avait sorti vers le mi-octobre en disant, et c'est toi qui l'avais intitulé, Yann, en disant que Brest avait la tête d'un relégué, ce qui était très juste à l'époque. Et derrière, ils font 6 victoires. Cette fois-ci, je vois pas vraiment un enchaînement de 6 victoires sur les matchs qui viennent, puisqu'en plus le calendrier de Brest s'annonce assez sévère. On va rejouer Lyon, on joue Monaco, on joue Lille, on joue des gros matchs très prochainement. Mais il y a peut-être encore, et c'est la dernière partie de ce podcast, c'est la question que je vais te poser, est-ce que tu y crois encore? Est-ce qu'il y a encore à y croire d'ailleurs? Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faudrait changer selon toi pour que Brest se sauve cette année? Moi j'y crois encore, parce que il y a quand même quelques individualités qui portent haut l'équipe aujourd'hui. Romain Del Castillo, on n'en a pas parlé, mais lui il fait un vrai bon début de saison, il faut le souligner. Steve Mounier, bon, moi je suis pas fan du joueur, je l'ai jamais caché, mais il a montré encore contre Lyon, c'est un bon joueur de Ligue 1 qui peut rapporter 7-8 buts, qui est utile, qui est suffisant pour un maintien offensivement.
Même finalement, on a des joueurs qui étaient bons l'an dernier, qui ne sont plus cette saison, mais je suis sûr qu'on peut leur remettre la tête devant à finalement une seule condition, c'est d'avoir quelqu'un qui leur fasse prendre conscience de l'urgence. Et ce quelqu'un, c'est un entraîneur. Donc, clairement, moi je suis sur la même ligne que toi. C'est sans entraîneur, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait redresser la barre. Alors, je t'ai coupé, t'avais quelque chose à dire en plus, Yann, pardon. Non, c'était cette idée. Pour moi, je reviens sur la déclaration comme quoi c'est pas la priorité. Je comprends pas. C'est-à-dire, pour moi, c'est le moment charnière de la saison. C'est si tu arrives à trouver un entraîneur qui remet les joueurs dans le bon sens, parce que on n'arrête pas de le dire, et même si on s'est moqué de nous récemment, sur le papier, l'effectif de Brest, il est bon, il est suffisant pour le maintien. Maintenant, entre le papier et la réalité, il y a le mental, et le mental, c'est l'entraîneur qui en est garant. Alors après, on a vu des équipes qui ont fait des premières parties de saison très difficiles et qui ensuite ont eu un visage totalement différent. Alors c'est le cas de Brest déjà, qui a fait la première saison avec Dalloglio, qui fait une très belle première partie, enfin la deuxième saison pardon, parce que la deuxième était nulle avec le Covid, mais la première partie de saison est plutôt bonne et derrière ça s'écroule complètement. Ou alors je prends l'exemple de Lorient en 2020-2021 qui fait une première partie de saison catastrophique, je crois qu'ils ont 12 points à la trêve, un truc du genre, et finalement ils font une deuxième partie où ils relèvent la tête complètement et ils s'en sortent. Effectivement, Brest n'est pas largué au classement, mais il va pas falloir. Là, il n'y a plus de temps à perdre. Je veux dire que s'il n'y a pas un nouvel entraîneur qui arrive la première semaine de janvier et qu'on repart encore sur un mois de janvier où on a 5 matchs, un truc du genre, et qu'on a toujours la l'HUR qui va nous dire c'est une bonne répétition d'avoir pris 4 contre Lyon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et en plus de ça risque d'être un petit peu agaçant aussi pour les supporters qui sont pour l'instant, je trouve, extrêmement gentils et bienveillants à l'égard de leur club. Sans nouvel entraîneur, ça va pas le faire. Après, il y a aussi le mercato. Est-ce que Kenny Lala, c'est une inconnue? Est-ce que ça va être un mec qui va apporter? Et on se dira putain, il va stabiliser le côté droit. C'est vachement intéressant. Il va donner un peu plus de confiance parce que c'est un joueur d'expérience, un Chardonnay derrière qui sera plus le seul patron. Est-ce qu'on va prendre une pioche comme Satriano qui a été quand même un super bon coup l'année dernière? Est-ce qu'on va perdre des joueurs? Par exemple, est-ce qu'on va pas lâcher Honora peut-être pour 7-8 millions et recruter un ou deux joueurs au milieu de terrain? Voilà, parce qu'Honora concrètement aujourd'hui il n'apporte pas grand-chose. Donc avec un mercato bien senti, peut-être un ou deux bons coups et un entraîneur, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Je pense personnellement que même sans aucune arrivée, tu peux te sauver. Parce que voilà, comme tu as dit. En août prochain. Oui, parce que honnêtement, je vais prendre l'exemple de Brandon Chardonnay, qui l'an dernier a fait une excellente saison, peut-être un peu de surchauffe, et qui aujourd'hui est en très très grande difficulté, on peut le dire. C'est pas devenu un mauvais joueur de foot du jour au lendemain. Donc, il n'a pas perdu ses capacités. Je suis sûr que il y a plein de joueurs qui sont en dessous de leur potentiel. Aujourd'hui, c'est une certitude. Si on arrive à leur remettre la tête dedans, les remettre au goût de l'effort, les remettre aussi, encore une fois, sortir du confort, je suis sûr que c'est possible sans arriver. Alors bien sûr, si on a une arrivée au milieu de terrain ou un latéral gauche, moi je suis très heureux. Mais même sans arriver, je pense que c'est possible. Je suis peut-être suroptimiste. Peut-être qu'on en reparlera effectivement sur la pelouse d'Annecy la saison prochaine. Mais je suis sûr que cet effectif-là, aujourd'hui, il peut se maintenir. Alors tu parles de joueurs qui sont en dessous de leur potentiel. C'est également la teneur des propos de Grégory Lorenzi, qui dit que les joueurs ne sont pas à leur niveau et que, alors je cite, donc dans le même article de Jean Saint-Marc aujourd'hui, pour le Télégramme, on lui demande que pensez-vous de la lourde défaite contre Lyon, et Lorenzi dit qu'ils ont été très passifs, donc encore cette idée de passivité, l'impression que Dalloglio déjà nous parlait de ça il y a 3 plombes. Et le journaliste lui demande particulièrement en défense, et il répond: je ne veux incriminer personne, j'espère que les joueurs regarderont les images et réfléchiront à comment ils ont abordé ce match. On a laissé cette équipe lyonnaise nous transpercer. Il y a peut-être des équipes qui ont moins de qualité que la nôtre sur le plan individuel, mais qui sont supérieures sur le plan collectif et dans l'agressivité. Et donc je pense que là je suis d'accord, on ne peut que partager son point de vue. Il ajoute lundi, il y a des postes où il y a de la défaillance, mais en termes de nombre, on est équilibré. Bon, ça par contre, on en a parlé, on n'est pas tout à fait d'accord. Je ne pense pas que rajouter des joueurs pour ajouter soit une bonne chose, surtout d'autant qu'il y a des joueurs dans le groupe qui ont de la qualité, mais et on juge non pas les personnes, mais plutôt les prestations et ce qu'on voit. Mais effectivement, ça nous fait mal un petit peu de voir la situation actuelle, de voir les matchs, de se dire bon, c'est encore une défaite. Mais bon, après on reste Brest. Quentin disait, il le dit très bien, on est un club de Ligue 1,5, c'est-à-dire qu'on oscille entre la Ligue 1 et la Ligue 2. On aimerait rester en Ligue 1. On sait que pour un club comme ça de Brestois, la Ligue 2 c'est aussi un
quasiment le pain quotidien, et que c'est presque une anomalie d'être en Ligue 1, mais maintenant qu'on y est, ce serait bien de se donner les moyens d'y rester. Et on a fait des bonnes choses l'année dernière qui nous ont donné un petit peu l'eau à la bouche. On s'est dit, tiens, il y a des choses à faire dans ce championnat. On peut aller titiller des équipes, on peut titiller le top 10, et finalement, la déception n'est que plus importante cette année. Je vais terminer ce podcast avec une question pour toi, Franck. Tu me réponds en un mot. Est-ce que, alors je crois que c'est au 20 juin, on va dire au 1er juillet 2023, le Stade Brestois 29 sera-t-il toujours en Ligue 1? Moi, je dis oui. Et les paris sont pris, c'est parfait. Je sais pas ce qui est en jeu, mais je réponds uniquement parce que déjà je suis pessimiste de nature, et deuxièmement parce que là, quand je fais la liste des plus et des moins pour est-ce qu'on va se maintenir ou pas, tu vois, on aurait changé de coach, je t'aurais dit Joker, je sais pas, on verra parce que c'est une nouvelle saison qui commence. Là, pour l'instant, et peut-être que quand le podcast sortira, il y aura déjà un coach qui aura été annoncé et les propos seront plus justes. Bon. On en reparlera au 1er juillet, on en reparlera bien avant aussi, en 2023. On espère pouvoir vous proposer plus de contenu, même si les résultats sont moins bons ou pas. On sera toujours là, il n'y a pas de souci. Et donc, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, et on se dit à bientôt. Kenavo, allez Brest. Ouais, à bientôt et bonne année, bon début d'année 2023 à tous. Allez Brest.